Au début régnaient les ténèbres, et soudain le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie, le temps, la matière et l'espace. Aujourd'hui, ils se sont développés plus que l'on ne peut l'imaginer, au-delà des limites de la planète où nous vivons, pour créer ce que l'on appelle l'univers. Vents solaires, rayons cosmiques et ultraviolets. Ces forces venues de l'espace ont une influence sur notre vie quotidienne. Pourtant, la plupart d'entre nous n'en connaissent même pas l'existence. Du cancer de la peau aux interruptions de nos communications, ces phénomènes cosmiques peuvent être la source de bien des ennuis. Mais ils peuvent aussi nous éblouir par la beauté d'une aurore boréale ou l'éclat d'une étoile filante. Nous allons maintenant découvrir les merveilles et les dangers des phénomènes cosmiques. C'est magnifique. C'est plein de dynamisme, de mouvement. Ça change tout le temps. C'est ce qu'on peut voir de plus grand. C'est un spectacle magnifique. C'est complètement différent de tout ce que l'on connaît. C'est tellement fou de voir le ciel se comporter comme cela. Vous voyez ces lumières palpiter dans le ciel. Elles changent au fur et à mesure de façon magnifique. C'est vraiment une expérience extraordinaire. Tout le monde devrait voir, une fois dans sa vie, ce spectacle psychédélique, l'un des plus incroyables que la nature puisse nous offrir, une aurore boréale. Son nom vient d'Aurora, la déesse romaine de l'aube, et du mot latin borealis qui signifie vent du nord. Dans l'hémisphère sud, on l'appelle l'aurore australe, venue de Aurora australis. Bien avant d'éblouir les astronomes, les aurores ont fasciné les premiers hommes qui les aperçurent dans les régions polaires. Pour les Scandinaves, ce phénomène étonnant ne pouvait avoir qu'une origine extraordinaire. Ils pensaient qu'un renard géant, en balayant le ciel de sa queue, provoquait l'apparition de ces lumières septentrionales. J'aime cette explication, car elle n'est pas si loin de la vérité. L'aurore est un phénomène électrique. Or, quand un renard agite sa queue, il produit de l'électricité statique, ce qui fait apparaître des étincelles, un peu comme pour l'aurore. Et si on veut savoir comment elle naît vraiment, il faut commencer par observer le Soleil. Le Soleil n'est pas seulement une source de lumière, il nous fournit aussi de l'énergie, beaucoup d'énergie. Il émet un flux constant de particules chargées, les vents solaires. C'est une force cosmique, parfois intensifiée par une éjection de masse coronale. Les vents solaires peuvent produire des lueurs dans l'atmosphère à n'importe quel moment de l'année. Mais parfois, le Soleil connaît des embrasements fantastiques que l'on appelle des éruptions solaires ou éjections de masse coronale. Un énorme flux de particules chargées se dirige alors vers la Terre, un gros amas de particules. Et c'est ce qui crée ce phénomène lumineux qu'on appelle une aurore boréale. Les vents solaires se déplaçant à la vitesse de 1200 km par seconde, il leur faut 2 jours pour atteindre le champ magnétique de la Terre. En suivant le champ magnétique jusqu'au pôle, les particules chargées excitent les gaz présents dans l'atmosphère supérieure de la Terre et produisent ces lumières colorées qui forment les aurores. Quand les particules chargées croisent les couches supérieures de l'atmosphère, elles rencontrent d'abord des atomes d'oxygène qui provoquent une émission de lumière rouge et verte, qui sont les couleurs les plus courantes dans une aurore boréale. Plus bas, elles rencontrent de l'azote moléculaire. C'est ce qui donne un bord violet en bas du rideau vert lorsque l'aurore est particulièrement intense. Les particules chargées interagissent avec les gaz afin de produire ces couleurs brillantes.
L'aurore fonctionne alors un peu comme une enseigne au néon. Pour fabriquer un néon, on prend un peu de gaz rare, on le met dans un tube à très basse pression, puis on le branche n'importe où, sur un courant de 3, 4 ou 15 000 volts. Cela ionise et excite le gaz et lui donne des couleurs caractéristiques. Les gaz qu'on utilise pour les tubes néons sont le xénon, de couleur bleu pâle, l'hélium, qui est d'une couleur un peu pêche, le krypton argenté. Ce n'est pas une planète. L'argon, couleur lavande, et enfin le néon, qui est le plus lumineux, en particulier quand il pleut la nuit. Les aurores sont mieux visibles la nuit, en particulier au cours de l'hiver, lorsque les nuits sont aussi longues qu'obscures dans les régions polaires. En fonction de l'activité solaire, les aurores peuvent durer de quelques minutes à plusieurs jours. Il n'y a pas qu'au pôle qu'on peut les apercevoir. C'est parfois aussi possible sous d'autres latitudes. Il y a quelques années, en 2003, s'est produit ce qu'on a appelé la tempête du siècle. C'était la plus forte tempête magnétique en l'espace d'un siècle. Elle était accompagnée d'une superbe aurore. Elle a été vue par la population de Washington ainsi que celle du pourtour méditerranéen. L'une des plus célèbres parmi celles qui l'ont précédée s'était produite au milieu du 19e siècle et avait donné naissance à une aurore boréale visible depuis Hawaï et d'autres endroits du Pacifique Sud. Il s'agit de la plus grande qui ait jamais été enregistrée à notre connaissance. Les aurores sont visibles même au-delà de la Terre. Les vents solaires vont dans toutes les directions et atteignent des planètes plus lointaines. Jupiter et Saturne possèdent d'immenses champs magnétiques, plus importants que le nôtre, et qui créent des aurores particulièrement larges et intenses. Indépendamment de l'endroit d'où elles sont visibles, de leur durée ou de leur intensité, les aurores apparaissent généralement sous la forme de rideaux lumineux, dotés de plis ou de stries en perpétuel changement. Les techniques de prise de vue en accéléré accroissent la beauté et le mystère des aurores boréales. La forme de ces rideaux, leur mouvement interne, ces rayons, ces boucles, ces enroulements, ces spirales, tout cela fait l'objet de recherches approfondies. On ne comprend pas encore tout. Pour ajouter encore un mystère au phénomène, certains rapports affirment qu'une aurore est non seulement visible, mais qu'on peut aussi l'entendre. L'aurore se situe entre 100 et 160 km d'altitude. Le son prend donc plusieurs minutes pour nous parvenir. Et certains racontent qu'ils ont entendu un son en même temps qu'ils observaient une aurore. Il doit exister un mécanisme inconnu qui donne à penser que l'on entend ou qui permet effectivement d'entendre un son que l'on associe à l'aurore. Personne n'explique ce phénomène, mais certains essaient de savoir ce qu'il en est. En elles-mêmes, les aurores ne constituent pas une menace pour les humains. Mais le développement de l'activité solaire associée aux aurores peut générer une puissance électrique d'1 million de mégawatts et nous causer d'autres problèmes, comme l'interruption de lignes électriques. Ce n'est pas l'aurore même qui est à l'origine du problème avec les lignes électriques, mais les particules chargées qui viennent du Soleil et entrent en interaction avec elles. Il est important de faire cette distinction. Quand l'activité et le mouvement des particules chargées électriquement, qui donnent naissance aux aurores, augmentent, il se produit une interaction avec tout ce qui est associé à un champ électrique ou magnétique. Et ces particules chargées perturbent aussi bien les lignes électriques que les systèmes électroniques, les satellites ou les réseaux téléphoniques, tout ce qui a besoin pour fonctionner d'un champ électrique ou magnétique. À ce moment-là, votre appareil est coupé au moment où l'aurore se met en place. Des parasites à la radio, l'interruption passagère d'une émission de télévision, la coupure d'un appel téléphonique ou même des pannes générales, comme celle qui a frappé la ville de Québec en 1989,
nous rappelle que notre place est bien modeste dans le système solaire. La Terre n'est qu'une des planètes qui tournent autour du Soleil. L'atmosphère de celui-ci s'étend bien au-delà. Notre planète se situe dans la couche extérieure de l'atmosphère du Soleil. Donc, lorsque ces couches extérieures subissent des modifications, cela affecte la Terre et les systèmes technologiques dont nous dépendons. Bien que les aurores ne soient qu'un effet secondaire de l'interaction du Soleil avec la Terre, elles peuvent nous éclairer sur le cosmos. L'aurore est un bon indicateur de la façon dont les couches supérieures de l'atmosphère et le champ magnétique de la Terre interagissent avec les vents solaires qui peuvent venir du Soleil. Nous pouvons donc nous servir des aurores comme d'un objet d'étude que nous propose la nature pour mieux comprendre ce qui se passe dans le reste de l'univers. Les aurores sont l'une des mesures de l'activité solaire. Lorsqu'on remonte dans l'histoire jusqu'au Xe siècle ou même jusqu'au 8e siècle, voire encore plus tôt, les aurores sont un des éléments qui nous permettent de mesurer l'activité solaire. Le Soleil a un cycle d'activité de 22 ans. Tous les 11 ans, il devient plus actif. Il y a une inversion de sa polarité magnétique et il revient en arrière. On peut retracer cela dans le temps et les aurores en sont l'un des meilleurs marqueurs. Les aurores sont généralement observées dans les régions polaires, mais d'autres phénomènes cosmiques éblouissants sont visibles de partout. Ce sont les étoiles filantes. Quand on voit une étoile filante, on a l'impression que c'est une étoile qui tombe sur la Terre. Mais c'est faux. Les étoiles sont bien plus grosses que la Terre. Si c'était le cas, elles avaleraient notre planète en une fraction de seconde. Alors, si ce n'est pas une étoile, de quoi s'agit-il ? Ce n'est qu'un petit caillou, comme un grain de sable, venu de l'espace qui traverse à toute vitesse notre atmosphère et qui se met à briller lorsqu'il entre en collision avec ses molécules et ses atomes. Cela n'a absolument rien à voir avec une étoile, absolument rien. Ces cailloux lumineux sont mieux connus sous le nom de météores. La plupart se détruisent dans l'atmosphère. Certains, s'ils sont assez gros, peuvent la traverser et arriver jusqu'à la Terre. On retrouve alors une roche qu'on appelle une météorite. C'est vraiment le même phénomène. Les particules de pierre et de poussière qui composent les météorites sont des vestiges de la formation de notre système solaire. Ce sont essentiellement des débris éparpillés d'anciennes générations d'étoiles. Beaucoup d'entre eux viennent aussi de la ceinture d'astéroïdes. Entre Mars et Jupiter, on trouve tout un tas de roches qui entrent parfois en collision et se brisent. Ces petits grains voguent alors dans le système solaire et parfois, certains d'entre eux croisent l'atmosphère de la Terre. À certains moments de l'année, un grand nombre de météores quadrillent le ciel. Ce phénomène est appelé une pluie de météores. Il se produit lorsque la Terre traverse une traînée de débris, c'est-à-dire des morceaux de glace et de sable laissés par une comète qui tourne autour du Soleil. Quand on observe une pluie de météores, les météorites ou étoiles filantes semblent toutes venir du même point dans le ciel, le point radiant. Elles semblent rayonner à partir de là, mais en fait, les petits morceaux de glace et de roche qui constituent les météores se déplacent en groupe à travers l'espace selon des chemins parallèles. Elles ne divergent pas à partir d'un seul point. Si on a cette impression, c'est par un effet de perspective. Comme on les voit de très loin, elles semblent toutes venir d'un même point de fuite. On peut voir la même chose dans ce couloir. Les murs sont parallèles, le plafond parallèle au plancher, les lignes d'intersection entre le plancher, les murs et le plafond sont parallèles, mais elles paraissent toutes converger vers le fond du couloir. Elles viennent d'un point de fuite lié à la perspective. Pour revenir aux météores, les particules voyagent parallèlement les unes aux autres, mais elles semblent toutes venir du même point à cause de la perspective. Les pluies de météores sont nommées selon la constellation d'où elles semblent émaner, bien qu'elles n'aient rien à voir avec celle-ci.
La pluie de météorites des Léonides, appelée ainsi d'après la constellation du Lion, est l'une des plus brillantes qu'on ait jamais enregistrées. Selon plusieurs rapports, celle de 1833 comptait jusqu'à 200 000 météores par heure. Certains observateurs pensèrent alors que le monde touchait à sa fin. Mais d'une certaine manière, ce n'était qu'un début. Ces dernières années, on a découvert de nouveaux phénomènes cosmiques, encore plus éblouissants que les pluies de météores. Ils émettent des couleurs brillantes à une vitesse aussi grande que celle de la lumière. Un battement de cils et vous les avez ratés. Mais nous les avons capturés. Quand on entend parler de rayons cosmiques, on pense aux films de science-fiction. Ce serait une force invisible, venue de l'espace extérieur, qui peut provoquer des changements de météo, et même plus. Mais les rayons cosmiques existent vraiment, même si le terme est inapproprié. Les rayons cosmiques sont des particules et non des rayons. À l'origine, on pensait qu'il s'agissait peut-être d'un phénomène lumineux, mais ce n'est pas le cas. Ils se composent des mêmes éléments que le Soleil, la Terre et tout ce qui constitue l'univers. N'importe quelle radiation venant de l'espace extérieur est un rayon cosmique. Elle peut avoir des tas d'origines très différentes, la principale étant le Soleil, qui accélère un grand nombre de particules chargées. Il y a aussi les étoiles, les galaxies, les trous noirs, les étoiles aux neutrons, etc. Selon les normes terrestres, la plupart des rayons cosmiques ne possèdent pas une immense énergie. Les plus puissants auraient la force d'une balle de tennis qui vous frapperait en pleine tête. Ce ne serait pas très agréable, mais en fait, la plupart ne sont pas plus gros que des petits pois. L'atmosphère de la Terre nous protège de la plupart des rayons cosmiques. Mais les particules à haute énergie qui réussissent à pénétrer dans notre atmosphère sont assez puissantes pour avoir un impact sur tous les organismes vivants. Elles peuvent provoquer des mutations de l'ADN. En fait, c'est une des explications admises pour les dérapages génétiques que l'on rencontre parmi les espèces. Les chocs des rayons cosmiques provoquent de légers changements dans l'ADN, ce qui conduit à des variations dans les espèces animales. Certaines de ces mutations ont un effet positif sur l'évolution. Qu'est-ce que l'évolution? C'est l'idée que nos gènes peuvent changer, fût-ce légèrement, d'une génération à l'autre, pour que nous soyons mieux adaptés aux transformations de la Terre. Étant donné que des rayons cosmiques nous traversent à tout moment, même à l'instant où nous parlons, cela signifie que nos gènes sont altérés chaque jour par l'impact de ces particules subatomiques. Autrement dit, si nous pouvons nous adapter au changement, c'est que les rayons cosmiques nous donnent une impulsion qui transforme notre capital génétique. Les rayons cosmiques peuvent également provoquer des mutations néfastes, qui sont à l'origine de cancers. La bonne nouvelle, c'est que même si des milliers de rayons cosmiques traversent notre corps à chaque seconde, ils sont si minuscules que la probabilité qu'ils puissent toucher notre ADN, ou provoquer une rupture du noyau et rendre cette cellule cancéreuse, est très faible. Mais quand on est dans l'environnement qu'affrontent les astronautes, un endroit où l'on subit tout un tas de radiations et où l'on est très peu protégé, il est certain qu'on court davantage le risque d'être atteint par leur rayonnement. Les passagers de vols transpolaires risquent davantage, eux aussi, d'être exposés à des radiations provoquées par les rayons cosmiques. En réalité, certains membres d'équipage de vols transatlantiques, les vols transpolaires, portent des petits compteurs de radiation. On déconseille également aux femmes enceintes de partir sur ces vols en tant qu'hôtesse de l'air ou pilote. On n'a pas encore démontré réellement l'effet produit, mais on reste très attentif au niveau de radiation. Les rayons cosmiques n'ont pas seulement un impact sur les organismes vivants. Ils influencent aussi largement la météo.
Selon certaines théories, les rayons cosmiques galactiques pourraient être en partie à l'origine des orages et des éclairs. Ils pourraient provoquer à travers l'atmosphère une ionisation qui ouvrirait la voie à l'éclair lumineux et le ferait démarrer. Nous avons tous vu des éclairs pendant un orage. Mais aussi effrayants et spectaculaires qu'ils soient, ils se situent tout à la fin des phénomènes auxquels ils sont liés. Des jets lumineux, qu'on appelle aussi TLE, pour Transient Luminous Event, et qui se produisent dans l'atmosphère supérieure. C'est grâce aux caméras vidéo à haute vitesse que nous avons pu vérifier leur existence. L'un d'entre eux est le Farfadet ou Sprite. C'est un flash lumineux en forme de méduse qui se produit à 70 km environ au-dessus de la surface terrestre et ne dure que quelques millisecondes. Les farfadets, ou sprites, sont une décharge électrique qui peut s'élever jusqu'à 100 km d'altitude dans certains cas. Mais elle peut également descendre jusqu'à 50 km sous la surface de la Terre. Ils apparaissent par groupes de 2 ou 3 faisceaux électriques qui partent vers le haut et vers le bas et sont parfois entourés d'un halo rouge orangé produit par l'excitation des molécules d'azote dans l'atmosphère. Les ELF, acronyme de Emission of Light and Very Low Frequency Perturbation from Electromagnetic Pulse Sources, sont un autre phénomène découvert tout récemment. Il ne s'agit pas de personnages imaginaires ou folkloriques, mais du processus à l'origine de ces explosions d'énergie qui brillent sur une zone de plus de 400 km de diamètre. Les elfes sont des parents des sprites. La seule différence entre eux, c'est que les premiers sont encore plus brefs, si bien que le seul moyen d'en apercevoir un, c'est d'utiliser un appareil photo très sophistiqué. Et on ne pourra le capturer sans doute que par accident. Les elfes ne sont pas visibles à l'œil nu, car il s'agit d'une très brève explosion d'énergie. Plus près de la Terre, d'autres décharges caractéristiques se produisent. Ce sont les jets bleus. Les jets bleus naissent juste au-dessus des nuages orageux, à une altitude d'environ 15 km, et ils peuvent grimper jusqu'à 50 km au-dessus du sol. En général, ils se présentent comme une sorte de cône bleu qui ressemble à un jet de lumière. La couleur bleue provient des molécules d'azote ionisées qui ont été excitées par le courant électrique qui les traverse. Ces phénomènes découverts assez récemment, jets bleus, elfes et sprites, ne sont pas encore entièrement élucidés. Leur impact sur l'atmosphère terrestre continue à entretenir les spéculations. Selon certaines théories, il servira à équilibrer les forces électromagnétiques de la Terre. Les elfes seraient peut-être liés à une plus grande production d'ozone. On peut simplement penser que comme la nature est sans cesse à la recherche d'équilibre, il pourra apporter à la Terre certains éléments bénéfiques. Les phénomènes cosmiques affectent non seulement la météo, mais aussi les plantes et les animaux. Sans leur interaction avec le Soleil, notre vie serait vouée au chaos. Le Soleil fonctionne comme un réveil cosmique qui régule nos vies. Nous mesurons nos journées en fonction du lever et du coucher du Soleil. C'est la même chose pour les plantes. La plus délicate des fleurs, comme le plus grand des arbres, est liée à cette force cosmique qui leur indique ce qu'ils doivent faire. Un bon exemple de ce phénomène est la floraison. Certaines plantes sont dites de jours courts ou nictépériodiques, d'autres de jours longs ou héméropériodiques. Les plantes de jours longs
sentent l'allongement de la lumière solaire. Cela se produit au printemps. Les plantes de jour court sentent la réduction de la lumière solaire pendant l'hiver. Les chrysanthèmes, par exemple, sont des plantes de jour court. Elles fleurissent à l'automne. Les pétunias ou les soucis sont des plantes de jour long et fleurissent quand ceux-ci s'allongent. Tout cela est dû au mécanisme et aux éléments chimiques de la plante qui lui permettent de détecter la durée de la présence du soleil. Dire aux plantes quand elles doivent fleurir n'est qu'un des rôles que le soleil joue auprès d'elles. Le déclenchement de la photosynthèse en est un autre. Sans cette influence cosmique, les plantes périraient, et nous aussi. La photosynthèse, c'est comme les cellules solaires. À la base, la plante prend l'énergie du soleil et la transforme en une autre forme d'énergie qui lui permet de grandir. La chlorophylle, le pigment vert de la feuille, permet aux plantes d'absorber la lumière du soleil et d'amorcer la photosynthèse. La chlorophylle est une énorme molécule de magnésium entourée de plus petites molécules de carbone. Cette molécule prend l'énergie du soleil, l'absorbe et la transforme en élément que la plante peut utiliser. La photosynthèse déclenche un processus complexe qui amène les plantes à combiner du dioxyde de carbone et de l'eau pour fabriquer du sucre. Celui-ci est utilisé à son tour pour fabriquer de l'amidon, des graisses et des protéines, la nourriture que nous mangeons. En même temps, les plantes relâchent de l'oxygène que nous respirons. Si la photosynthèse s'arrêtait, nous serions tous morts. C'est le problème. Et c'est vrai aussi pour les animaux. Comme nous, ils comptent sur le soleil pour se nourrir, réguler leur vie et trouver leur chemin à travers la planète. La navigation est un phénomène très répandu dans le monde animal. Le saumon sait trouver le chemin qui le ramènera au banc de sable où il est sorti de l'œuf. Il y a aussi des grandes migrations de caribous ou en Afrique d'animaux herbivores. Certains insectes migrent aussi. Le papillon monarque, par exemple, en est un cas spectaculaire. Les adultes nés ici à Ithaca passent l'hiver au Mexique, puis reviennent. Il existe de nombreux exemples comme celui-ci, et pour l'instant, nous ne comprenons pas entièrement les clés qui leur permettent de faire ces longs voyages. Les études proposent certains éléments pour comprendre le mystère de la navigation des animaux. Beaucoup d'espèces se servent du soleil pour déterminer leur direction. Ce n'est pas si évident quand on y pense. Pour utiliser le soleil comme une horloge, il faut déterminer s'il s'agit du matin, du midi ou de l'après-midi, d'après les mouvements apparents du soleil. Et les animaux ont, comme nous, une horloge biologique qui leur donne l'heure. Quand les conditions météorologiques obscurcissent le soleil, certains animaux se tournent vers le champ magnétique de la Terre. C'est une force qui prend naissance dans le noyau en fusion de la planète. Elle ne fournit pas seulement des indices sur la direction, mais aussi sur la position. Chaque endroit de la Terre a une identité magnétique unique. Un animal suffisamment sensible est capable d'utiliser le champ magnétique de la Terre pour comprendre où il est par rapport à chez lui. Il se fie aux différences entre les champs magnétiques. Le problème quand on se sert du champ magnétique terrestre pour localiser sa position, c'est qu'il change. Il change selon qu'on est le jour ou la nuit. Il change à cause des dépôts des fers souterrains. Il est détourné par ce qu'on appelle des anomalies magnétiques et il varie aussi à cause des taches de soleil. Pourtant, il semble que de nombreux animaux soient capables de s'en servir pour trouver leur chemin. Ce lâcher de pigeons voyageurs à l'entraînement montre comment les animaux utilisent le soleil et le champ magnétique terrestre pour retrouver leur chemin. On domestique depuis longtemps les pigeons voyageurs en raison de leur habileté à trouver le chemin du retour. Ils ont été élevés depuis des générations pour devenir les champions du monde des pigeons.
Ils peuvent parcourir de très longues distances. La première étape, c'est d'aller dans le pigeonnier et de sélectionner les oiseaux que l'on va lâcher pour cet entraînement. On s'assure que les pigeons sont en bonne condition physique, que leurs plumes sont en parfaite condition, et il faut aussi qu'ils aient l'air d'avoir envie de voler. Je vais sélectionner ces pigeons, puis les mettre dans un panier pour les transporter du pigeonnier jusqu'à l'endroit où ils seront lâchés. L'étape suivante, c'est le lâcher lui-même. On arrive dans un champ sans aucun arbre alentour, un espace complètement ouvert, on ouvre la boîte et on laisse les pigeons s'envoler. Les experts pensent qu'une fois envolés, les pigeons utilisent le soleil pour s'orienter. Ensuite, ils se dirigent vers leur pigeonnier en utilisant probablement leur odorat ainsi que le champ magnétique terrestre. Deux organes sensitifs semblent être impliqués dans la détection du champ magnétique. L'un est le système de la rétine et l'autre le dessus du bec du pigeon où se trouvent plusieurs dépôts de magnétite, un composé d'oxyde de fer, qui peut détecter un champ magnétique. Il y a donc deux organes sensoriels, mais nous ne savons toujours pas comment ils entrent en interaction ni comment les animaux s'en servent pour s'orienter. La dernière étape du lâcher de pigeons, c'est le retour. Les oiseaux reviennent au pigeonnier, se posent et rentrent à l'intérieur. Ce simple lâcher de pigeons montre comment ces oiseaux utilisent le cosmos pour s'orienter, mais n'explique pas tout. C'est un mystère qui ne sera peut-être jamais entièrement résolu. C'est très difficile, car ils utilisent différentes techniques. Quand on les empêche de se servir du soleil, ces filous changent de méthode et se servent du champ magnétique. C'est toute une affaire. Il faut avoir une panoplie d'outils, comme nous en avons quand on cherche son chemin. Il est très difficile d'élucider exactement ce qui se passe. Il existe un autre phénomène cosmique qui affecte mystérieusement la vie sur Terre. Il est invisible en plein jour, mais on ne peut s'en cacher. Ignorez-le et vous finirez brûlé. Ou pire encore. C'est lui qui nous fait bronzer comme nous le désirons et qui nous donne apparemment l'air sain. Mais ce bronzage pénètre profondément sous la peau. Il est la réaction la plus courante aux UV ou ultraviolets venus du soleil et potentiellement mortels. Les ultraviolets constituent cette partie du spectre que nous ne pouvons voir à l'œil nu. Ils sont nombreux autour de nous. Le soleil nous en envoie en permanence. Ensuite, de même qu'il y a plusieurs couleurs dans le spectre visible, les ultraviolets ont différentes couleurs selon leur longueur d'onde. Nous les divisons en trois bandes différentes, A, B et C. Les ultraviolets C sont presque entièrement bloqués par la couche d'ozone. Les ultraviolets B traversent un peu plus et les ultraviolets A passent pour la plupart car ils sont les plus proches de la lumière visible. Les UVA provoquent le vieillissement et le cancer de la peau. Les UVB provoquent les coups de soleil. Donc les UVB sont à l'origine des coups de soleil et les UVA des taches de rousseur. Voici une coupe de la peau. Lorsque l'on est dehors, la lumière UVB pénètre les couches superficielles de la peau et provoque des coups de soleil qui abîment ces cellules. Quand celles-ci sont endommagées, le corps répond en activant le système immunitaire. Le sang va affluer vers la zone blessée et activer donc les cellules immunitaires qui produisent alors de petites molécules à l'origine de l'inflammation. Et ce n'est que le début. Une exposition prolongée aux rayons UVB du soleil peut être à l'origine d'une cataracte. Elle peut aussi être à l'origine de cancers de la peau, comme le mélanome, une maladie potentiellement mortelle.
Les gens qui ont le plus de risques de développer des cancers de la peau sont ceux qui ont la peau claire, les yeux clairs, ceux qui vivent au soleil et ceux qui ne mettent jamais d'écran solaire. Ce sont ceux qui courent le plus de risques. L'exposition aux UVB a également un bon côté, la production de vitamine D. Nous pouvons produire de la vitamine D grâce à une molécule qui se trouve déjà dans notre peau. Avec les ultraviolets, cette molécule se transforme en vitamine D. Elle est nécessaire pour avoir de bons os, fixer le calcium et pour notre métabolisme. Nous pouvons aussi augmenter notre taux de vitamine D par une nourriture renforcée et des compléments alimentaires. Il n'est pas indispensable de passer par les rayons ultraviolets. Si les UVB agissent sur les couches superficielles de la peau, les UVA pénètrent plus en profondeur, ajoutant de nouvelles rides à celles que provoque l'exposition solaire. L'exposition aux UVA en pénétrant dans les couches inférieures de la peau provoque le photovieillissement. Le collagène est brisé et développe des enzymes qui brisent à leur tour les fibres élastiques du derme qui nous donnent la jeunesse et une peau saine et rebondie. Les cabines de bronzage tentent de recréer artificiellement les rayons du soleil. Mais en réalité, c'est pire que de s'allonger sous l'astre réel, qui se trouve à plus de 150 millions de kilomètres. Les industriels des cabines UV vous font croire que celles-ci sont moins dangereuses et que cette forme de bronzage est moins néfaste car progressive. Mais en réalité, c'est le contraire. Les cabines UV sont bien pires pour la peau. La raison, c'est que les ampoules qui sont à l'intérieur sont composées à 90% d'UVA et que ce sont les rayons du vieillissement et du cancer de la peau. Les adeptes de ces méthodes développeront donc des cancers 20 ou 30 ans plus tard. C'est un fait avéré. Bronzer dans un institut de bronzage augmente les risques de cancer de la peau. On pense également souvent qu'un écran solaire protège du cancer de la peau et du vieillissement prématuré. C'est faux. Même les écrans avec un indice élevé ne préviennent pas des méfaits du soleil. Le SPF pour Sun Protection Factor est l'indice de protection solaire. Il mesure le temps durant lequel on peut rester au soleil sans être brûlé. Le facteur SPF mesure donc uniquement la protection aux UVB et non aux UVA. Les écrans solaires les plus efficaces fournissent une protection contre les UVB et les UVA, mais même en étant appliqués régulièrement, ces écrans n'offrent aucune garantie contre le cancer de la peau, qui ne peut qu'être de plus en plus fréquent, étant donné la diminution de la couche d'ozone. L'ozone forme au-dessus de nous une sorte de couverture qui absorbe une bonne partie des radiations. Ce qui se passe quand la couche d'ozone diminue, c'est qu'on se retrouve avec davantage encore de rayons UVB. Et ça, c'est mauvais. Cela peut provoquer de gros dégâts sur la peau. Il est intéressant de noter qu'il y a 2 milliards d'années, avant que la Terre ait une atmosphère riche en oxygène, il n'y avait pas de couche d'ozone et la vie n'existait pas sur Terre. Elle ne pouvait se propager que sous l'océan, là où elle est protégée par l'eau des ultraviolets. Alors que les ultraviolets sont invisibles et néfastes, la lumière visible du Soleil est la source de l'effet cosmique sans doute le plus merveilleux qui soit. Le Soleil joue un rôle majeur dans l'un des plus incroyables spectacles lumineux qu'il nous soit donné de voir. Les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel se forment lorsque le Soleil, que nous appelons la lumière blanche, traverse des gouttelettes sphériques, comme le sont généralement les gouttes de pluie. La lumière se disperse alors en un arc-de-ciel de couleur, parce qu'elle se courbe en fonction de la couleur de la longueur d'onde. Le rouge est à une des extrémités à cause de sa grande longueur d'onde. Le bleu est à l'autre bout car il possède une courte longueur d'onde. Bien sûr, il y a d'autres couleurs, d'autres longueurs d'onde qui sont réfractées selon différents angles. C'est pour cela que l'on trouve ce spectre de lumière. Le changement de longueur d'onde est ininterrompu de la plus courte à la plus grande.
On peut créer un phénomène analogue à celui de l'arc-en-ciel avec un prisme. On a le soleil comme source lumineuse, mais à la place d'une goutte de pluie, on prend un prisme. Différentes longueurs d'onde se réfractent selon différents angles. Elles se réfractent 2 fois, une de chaque côté, et on obtient un arc-en-ciel qui va du rouge au bleu. Les différentes longueurs d'onde de lumière réfractées sous différents angles expliquent pourquoi les couleurs apparaissent dans cet ordre-là en formant un arc. La lumière est infléchie dans toute une série de directions et se rassemble là-haut. Selon un certain angle, on trouve plus de rayons que selon d'autres. Selon l'angle d'incidence de la lumière du soleil, les rayons auront tendance à s'amasser dans une direction particulière. Cet angle est de 42 degrés par rapport au point antisolaire, un terme astronomique pour désigner l'ombre de notre tête. C'est selon cet angle que la lumière est la plus intense et que l'arc-en-ciel apparaît. Mais 42 degrés à partir de l'ombre de votre tête ne correspond pas à 42 degrés à partir de celle de quelqu'un d'autre. Cela signifie que 2 personnes ne voient pas le même arc-en-ciel. Parfois, avec un peu de chance, si on est sous le bon angle, on peut apercevoir un arc-en-ciel secondaire. Ce qui se passe à l'intérieur d'une goutte d'eau, là où se situe la diffraction, c'est que parfois, elle ne rebondit pas qu'une seule fois, mais une seconde fois sous un angle différent, plus important. Un angle de 51 degrés pour être exact. Ce second arc-en-ciel sera plus pâle, car une plus grande partie de la lumière s'est échappée lors du premier rebond. Ce qui est intéressant dans le deuxième arc-en-ciel, c'est qu'il se présente dans l'ordre opposé. Le rouge prend la place du bleu. Qu'il soit simple ou double, un arc-en-ciel n'apparaît qu'à un point fixe du ciel. Son apparition dépend de l'endroit où est placé celui qui l'observe et de la position du soleil. Dans cette lumière, un arc-en-ciel peut être considéré comme une illusion d'optique. D'une certaine manière, un arc-en-ciel est une illusion. On ne peut aller vers un arc-en-ciel, le toucher ou l'attraper. Il est toujours à une certaine distance, car il est au fond une série de rayons lumineux qui traversent notre œil selon certains angles. Tant qu'il y aura des gouttes d'eau dans cette direction, vous verrez un arc-en-ciel. Mais si vous allez là où se trouvent les gouttelettes, vous changez d'angle et l'arc-en-ciel disparaît. C'est en ce sens qu'il ne s'agit que d'une illusion. La beauté simple de l'arc-en-ciel et la complexité de la science l'ont rendu légendaire. Les anciens Grecs le considéraient comme un chemin entre les dieux et la terre. En Irlande, on raconte qu'un farfadet avait caché un pot plein d'or au pied d'un arc-en-ciel, un endroit impossible à atteindre. Et les hindous pensaient qu'il s'agissait d'un arc appartenant aux dieux de la lumière et du tonnerre. La beauté d'un arc-en-ciel, la complexité de la photosynthèse, l'impact des rayons ultraviolets, l'excitation d'une aurore, tous ces phénomènes cosmiques mettent en lumière la relation que nous entretenons avec l'univers. Nous sommes tous sauf des spectateurs passifs devant les phénomènes que nous observons entre la Terre et l'espace. La vie sur Terre a évolué dans cet environnement de rayons cosmiques, d'aurores et de lumière. Et tous les types de phénomènes que nous voyons ne sont qu'une partie de l'environnement dans lequel nous évoluons. Ils font partie de nous, comme nous faisons partie d'eux. Ces merveilleux phénomènes atmosphériques, les arcs-en-ciel, les aurores, les météores, aussi bien que ceux plus nocifs, comme les rayons ultraviolets, nous montrent que la Terre n'est pas une sphère isolée du reste de l'univers.
Non, nous en faisons partie et c'est ce qui rend encore plus belle notre planète.